Hello collègues écrivains, dans cet épisode je reçois Anaëlle Chaudet, une collègue formatrice en écriture qui est également très calée sur le scénario et avec qui j'avais envie de discuter des meilleurs livres sur le scénario, lesquels on conseille, comment s'y mettre, comment vraiment prendre en compte ces conseils-là, sachant que tu verras les livres sur le scénario peuvent être très fournis et c'est tout ce qu'on va discuter dans cet épisode. Bonne écoute. Et on est avec Anaëlle Chaudet. Hello Anaëlle, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Avec plaisir, donc je m'appelle Anaëlle Chaudet. Je suis formatrice en écriture créative depuis 4 ans. J'ai été bêta-lectrice, j'ai été juge littéraire, je suis scénariste de jeux vidéo, contributrice pour un magazine littéraire, également prête-plume. Et à côté, j'ai une casquette aussi de coach professionnel. Casquette très large et beaucoup en écriture aussi. J'aime bien aller sur tous les sujets de l'écriture. Et un jour, tu t'es mise à lire des livres sur la narratologie. Est-ce que tu peux nous dire comment tu y es arrivée? Mon parcours est très classique comme la plupart des gens qui se mettent à s'intéresser à la narratologie. J'ai commencé à écrire en 2015, comme ça, sans me poser de questions, juste j'écrivais ce que j'avais dans la tête. Et puis j'ai commencé à me relire et je me suis dit, c'est bizarre, ça coince, ça va pas, c'est pas clair, je comprends pas. Du coup, j'ai commencé à chercher des livres parce que je suis très académique, donc pour moi la réponse est toujours dans les livres quelque part. Et là, j'ai découvert, je suis tombée dessus un peu par hasard, j'ai découvert des livres de narratologie ou de dramaturgie, c'est la même chose. Hein. Et je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable, il y a des gens, ils savent exactement comment on raconte des histoires, il y a des techniques, et en fait, ça s'apprend. Je suis tombée dedans et depuis c'est une passion, c'est vraiment c'est mon dada, la narratologie, parce que vraiment on apprend tellement et ça peut améliorer son roman en fait. Et du coup, est-ce que pour un débutant qui plongerait un petit peu dans le sujet, tu aurais des livres à conseiller qui vraiment sont adaptés aux personnes qui se sont jamais penchées dessus? Oui, déjà je dirais il faut pas se perdre, prenez pas un livre et vous vous dites pas je vais lire de A à Z, je vais tout appliquer de A à Z parce que vous allez vous perdre. Il y a énormément de techniques, de conseils. Et ce serait dommage si c'est pas comme ça que vous écrivez, si c'est pas ce que vous avez envie de faire, ne vous forcez pas en fait. Pour moi, les livres de narratologie, ça doit être un outil, c'est pas un carcan. Et du coup, un livre que moi c'est celui par lequel j'ai commencé, que j'ai adoré, c'est Personnages et points de vue d'Orson Scott Card. Donc il est concentré sur les personnages et il est très bien pour les débutants dans le sens où s'il y a un truc sur lequel vous pouvez travailler, c'est vraiment les personnages. Une fois que les personnages sont... Enfin, c'est pour ça qu'on aime les histoires, en fait, c'est pour les personnages. Donc une fois qu'eux, ils sont bons, c'est pas grave si la structure, elle est pas parfaite, s'il y a des petites incohérences dans la l'intrigue, les lecteurs vous pardonneront facilement. Les personnages, c'est le cœur des histoires pour moi, donc s'il y a un à lire, commencez par celui-là. Et vraiment, ça met le pied à l'étrier de la structure narrative après. Oui, tu fais bien de dire qu'on va pas lire le livre de A à Z et le suivre de A à Z dans tout notre roman parce que ça s'adaptera pas forcément à nous et à notre façon d'écrire, etc. Par contre, est-ce que du coup, on est d'accord que lire les livres dont on va parler aujourd'hui, c'est à la portée de tous? Oui, c'est à la portée de tous parce que les termes sont compréhensibles et parce que les histoires, c'est quand même génial, c'est qu'on est baigné dedans depuis tout petit. On regarde tous des films à la télé, des séries télé, on a tous lu des livres, donc ça parle à tout le monde. Dans tous les livres de narratologie que j'ai lus, il y a toujours des exemples, énormément. Plus dans des exemples de films et de séries, parce qu'en général, c'est plutôt des livres qui s'adressent aux scénaristes. Mais c'est très parlant. Donc, s'il y a une technique que vous comprenez pas, après, vous allez voir l'exemple et vous allez vous dire « Ah, mais oui, c'est évident ». Et comme tu disais, à piocher. Pour moi, il faut vraiment piocher dans... Vous allez voir le sommaire. En général, les sommaires, ils font 5 pages. Et vraiment, tout est détaillé et vous allez voir ce qui vous intéresse. Commencez comme ça. Et du coup, ça, c'était plutôt pour un débutant, pour un auteur qui a plus l'habitude des techniques, de la dramaturgie. Est-ce que tu aurais d'autres livres à conseiller? Oui, je pense au livre de Yves Lavandier, notamment Construire un récit. C'est des livres qui sont plus techniques, moins parlants. Il y a beaucoup de techniques. Et je pense qu'il faut avoir lu un petit peu d'autres livres de narratologie pour s'aventurer là-dedans, parce que sinon c'est un gros pavé, c'est dur un peu, c'est trop, je dirais ceux de Yves Lavandier, mais qui sont très bien. Et c'est un des rares auteurs francophones à avoir écrit des livres de narratologie, parce que la plupart viennent quand même des pays anglo-saxons. Et sinon, il y a aussi, qui est pas forcément évident, mais qui est très bien, les livres de Robert McKee, notamment écrire un scénario pour la télé et le cinéma. Faut s'accrocher aussi sur certains passages, mais quand on a l'habitude, on peut aller là-dessus, ouais. Et d'ailleurs, toi, tu parles d'un livre qui s'appelle Écrire un scénario pour la télé, mais qu'on lirait, nous, pour écrire nos romans, parce que les principes se ressemblent, voire sont souvent les mêmes, en fait. C'est des principes pour écrire des histoires, donc c'est toujours les mêmes. Après, oui, vous allez avoir beaucoup d'exemples sur les films et ça va vous expliquer par rapport au film. Mais en fait, vous faites très bien le lien avec les romances. Là-dessus, c'est vraiment facile. Et c'est la même chose. Donc vous pouvez y aller. Et même les livres du coup de Roubi, dont on t'a pas encore parlé, mais contiennent aussi beaucoup d'exemples liés aux films et aux séries. Et je trouve que justement, ça aide même à mieux connecter parce qu'on se souvient souvent mieux du scénario du film que de la structure détaillée d'un roman, à part vraiment si on l'a lu 15 fois. Exactement.
Et à propos de Troubi, justement, on le conseille un petit peu à toutes les sauces parce que je pense qu'il est très populaire, que sur les réseaux, on voit beaucoup parler de lui et de ses conseils. Pourtant, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu conseillerais à un auteur qui débute? Honnêtement, j'ai jamais lu Troubi. Alors, j'ai lu plein d'articles sur lui, donc des résumés de ses étapes. Je sais qu'il a 22 étapes, je crois. Et c'est vrai qu'il a la réputation d'avoir une précision chirurgicale et d'être très rigide. C'est un livre vraiment académique, donc ça plaît pas à tout le monde. Moi, ça me plaît, je suis très académique. Mais je sais que ça plaît pas à tout le monde, donc je dirais c'est pas obligé d'en lire parce que moi je l'ai pas lu pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas dans les médiathèques de ma ville. Donc la plupart de mes livres, je les lis en médiathèque, je les achète pas, donc il y est pas, donc voilà. Donc non, c'est pas obligatoire, il y en a plein d'autres. Et d'ailleurs, les livres de narratologie sont très mal référencés sur Internet. Quand vous cherchez sur Internet ou sur Amazon, peu importe les sites, vous allez avoir beaucoup de mal à trouver des références. Moi, je les ai trouvées en allant dans les médiathèques ou en cherchant. Si vous n'avez pas de médiathèque près de chez vous, cherchez sur les sites. C'est comme un catalogue, vous y avez accès gratuitement. Et là, vous allez trouver des livres et allez les lire. Et quand vous les lisez, à la fin, il y a une bibliographie, des livres desquels ils se sont inspirés. Et comme ça, vous avez vraiment une des ressources. Donc faites comme ça. Des ressources en plus de toute la liste qu'on vous mettra dans les notes du podcast. Et à propos de Troubi, du coup, moi j'ai lu la dernière version de l'anatomie du scénario. Et justement, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'effectivement, il faut, comme tu le dis, se déconnecter un petit peu il faut faire comme ça à tout prix. Sachant qu'il dit quand même que en général, que ces structures, il y a une étape qui peut sauter, etc. Bon. Mais ça reste quand même assez rigide. Mais par contre, les exemples que Troubi donne, alors bon, je connais moins les autres livres, mais ils sont très parlants. C'est des films, des séries qu'on connaît bien. Et ça illustre en général à merveille son propos. Et en plus, il y a des exemples de films français dedans, parce que Troubi, il aime bien la France. Et ça, c'est quand même chouette. Ça, c'est chouette, oui. Moi, j'ai surtout des exemples de films américains, plutôt, quand même. Bon, après, voilà, c'est des films français. Il n'y a pas non plus 50 000, mais il y en a quelques-uns dans la dernière version, du coup, de l'anatomie du scénario de Troubi. Et du coup, toi, tu l'as aimé, ce livre, en fait. Et moi, j'ai adoré. Ouais, pareil, alors que je suis pas très, justement, en conseil rigide. En général, ça me plaît pas. Donc j'y suis allée à tâtons, en me disant plus que j'allais piocher, comme tu le dis. J'ai un petit peu tout lu d'un coup, j'étais un peu happée justement par la logique qu'il utilise, la fluidité en fait. C'est-à-dire qu'il part de plusieurs principes, et avec ça on peut aller tellement loin, et on peut encore aller plus loin au travers des exemples, etc. Et on se rend compte de la puissance en fait de ces conseils-là et de ces modèles-là qui permettent d'aller au plus loin de l'idée en fait d'un roman qui est... C'est exactement la même chose dans les autres. Et ce que tu disais, des fois il dit vous pouvez sauter telle étape, c'est pareil dans tous les livres de narratologie. En fait, c'est juste une structure globale. C'est ça pour moi l'intérêt, c'est d'avoir une structure globale et ça permet à l'auteur d'avoir une vision globale de son roman. Et après, évidemment, vous adaptez, c'est ça qui est amusant aussi. Et après, vous jouez justement avec les étapes, vous les changez, vous changez d'ordre, vous en supprimez, vous en ajoutez d'autres, en fonction du genre du roman aussi, ça change beaucoup quand même. Et c'est ça que j'aime bien, on a juste un peu un fil rouge et après, on s'amuse avec sa créativité. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien aussi, et que Troubi est connu pour ça, on va dire, c'est le côté donc organique, c'est-à-dire les éléments qu'on va mettre ne sont pas là pour rien et ils ont tous une justification. En tout cas, pour lui, il pousse le principe extrêmement loin. On n'est pas obligé de le faire parce que sinon ça commence à être compliqué. Mais typiquement, il aborde par exemple les lieux dans lesquels vont se dérouler les scènes en disant pourquoi on mettrait une scène dans le désert. Alors le désert, ça représente ça et du coup, ça peut avoir tel impact. Enfin, on peut on peut décliner vraiment même jusque dans les lieux, jusque dans les personnages. Évidemment, pareil, le côté un peu symbolique des choses, il en parle beaucoup et c'est quelque chose que j'aime bien. Et ça peut vraiment être intéressant. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les auteurs font inconsciemment, en fait. On choisit pas nos lieux par hasard, même si on conscientise pas, on n'écrit pas noir sur blanc pourquoi j'ai choisi tel lieu, pourquoi ce personnage, il est comme ça, etc. Mais en fait, là, c'est quelqu'un qui théorise ça, et ça te donne d'autres idées. Comme ça, tu peux le faire en conscience et tu peux aller plus loin, comme tu dis. Mais on le fait tous de manière inconsciente. Donc, c'est théorisé, ça aide beaucoup, je trouve. Et ça, ce que tu viens de dire, ça s'applique complètement aux structures de base de la narratologie, en fait. Quand je fais des masterclass dessus, je dis la même chose que toi. Je dis mais vous le faites déjà, hein, votre roman, il n'y a rien à jeter. Vous avez une progression qui est logique. Vous vous êtes pas mis à faire des trucs complètement illogiques et faire des trucs à l'envers. Mais par contre, effectivement, il y a des gens qui ont théorisé ça. Et pour moi, ça aide surtout, comme on dit, à améliorer, à renforcer un peu nos effets, à créer du suspense, etc. C'est là qu'elles vont intervenir. Alors, si j'étais une auteure en train d'écrire mon premier roman et que je me disais est-ce que mon histoire elle est assez intéressante, est-ce que je peux la vérifier avec un livre éventuellement pas trop long, est-ce que tu aurais un livre à me conseiller? Alors, oui, j'ai un super livre pour ça, c'est Comment identifier et résoudre les problèmes d'un scénario de Sid Field, parce que c'est un livre qui va lister tous les problèmes courants qu'on retrouve dans un scénario. Là, c'est trop lent, l'intrigue est trop lente. Les personnages sont pas cohérents. Enfin, vraiment, il y a, je pense, plus d'une dizaine de listes de problèmes récurrents. Et vous avez juste
Vous avez juste à aller à ce chapitre pour lire, vérifier que c'est bien votre problème et vérifier comment l'arranger. Donc là, c'est vraiment un guide pratique, je trouve, pour soit au cours du premier jet, soit plutôt, je préfère, dans la réécriture. Ouais, je pense aussi. Alors ça, je pense que ça dépend des auteurs. Il y a des auteurs qui vont être très rassurés par justement mettre ce genre de structure et lire ce genre de livre même dès le premier jet et la préparation. Pour la plupart, j'aurais tendance à conseiller plutôt la réécriture parce que ça fait quand même beaucoup de choses à garder en tête en plus d'écrire un premier jet. Je sais pas si tu rejoins. Moi, je dis il y a 2 moments où vous pouvez l'utiliser. C'est avant d'écrire, donc lors de la préparation, et après le premier jet, donc pendant la réécriture, parce que sinon vous risquez de perdre le flow du premier jet et c'est un peu dommage. Voilà, avant, après, c'est bien, je trouve. Ouais, je pense aussi. Même si on s'empêche pas de lire, on s'empêche pas d'aller regarder pour avoir des idées, surtout si notre premier jet est pas non plus totalement cadré. Mais c'est vrai que c'est quand même, en fait, c'est quelque chose que moi je dissocie beaucoup, comme tu dis, du flow du premier jet. C'est-à-dire que le premier jet, on est dans une étape de création et la réécriture, on est dans une étape de réflexion. Et c'est là qu'intervient la narratologie et là, c'est là qu'on va se mettre des nœuds au cerveau et aussi qu'on va avoir une réflexion beaucoup plus analytique que dans le premier jet où l'idée c'est justement pas forcément d'avoir une réflexion analytique, de laisser libre cours à notre expression, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Est-ce qu'il y a des conseils ou des livres qui t'ont surprise ou qui t'ont semblé un peu bizarres? Non, j'ai lu aucun conseil bizarre, aucune idée qui allait à l'encontre de ce qu'on sait à peu près tous quand même sur les histoires. J'ai juste lu un livre qui m'a déçu et j'avais regardé les commentaires en ligne et c'est vrai que c'est un livre qui avait beaucoup déçu. C'est un livre d'Orson Scott Card dont j'ai parlé tout à l'heure sur le point de vue et personnage, il est incroyable. Et il en a écrit un deuxième qui s'appelle Comment écrire de la fantasy et de la science-fiction. Il est très décevant parce qu'à part quelques conseils utiles, sinon c'est très basique. En parallèle avec le premier qui est incroyable, vous apprenez plein de trucs là, je l'ai trouvé décevant. Mais encore une fois, les conseils, c'est juste que je les ai trouvés assez bateaux ou on peut les trouver assez facilement. Mais j'ai rien trouvé qui allait à contre-courant de ce qu'on sait déjà. C'est marrant que tu parles de fantasy et de SF parce que c'est vrai que je connais pas en tout cas de livres qui seraient un peu dédiés à tel genre. Mais c'est pas grave parce que les principes, ils sont valables tout le temps. Exactement. Peu importe le genre, enfin, dans la fiction, on s'entend. Grosso modo, vous avez les mêmes étapes, quoi, à adapter, mais moi je dis toujours, de toute façon, les enfants commencent à raconter des histoires vers 3 ans, et ils savent déjà que la chute, il faut les dire qu'à la fin, ils savent qu'il faut ménager un petit peu de suspense. En fait, depuis l'enfance, vous savez exactement comment raconter des histoires, donc c'est la même chose, peu importe le genre. Et donc, les livres qu'on évoque ici sont valables pour tous les types d'histoires. Oui, et à adapter, enfin, vous êtes parfaitement capable d'adapter à votre histoire, quoi. Ouais, et finalement, pour encore une fois ce côté genre, bon, Troubi aborde quand même différents genres, parce que justement, choisir un genre, c'est un élément qui va pas être anodin, etc., et sur lequel il va y avoir des codes. Mais par contre, on peut lire tous ces livres-là et y trouver vraiment des conseils vraiment pertinents pour améliorer notre histoire, même si on a choisi un genre un peu tarapiscoté, quoi. Justement, ça me fait penser, des fois quand je donne des conseils sur l'univers, il y a des gens qui me disent non mais moi j'écris de la littérature blanche donc ça me parle, c'est pas pour moi. Et si, en fait tu as un univers, donc juste faut sortir des cases et vraiment être capable d'appliquer, enfin lire les conseils et de voir que vous pouvez les appliquer, mais peu importe le genre dans lequel vous écrivez, il y a un univers dans votre roman, forcément. Peut-être qu'il n'y a pas de la magie, il n'y a peut-être pas de trucs bizarres, mais il y a un univers. Ouais, bien sûr, hein, dans les romans contemporains que j'ai lus récemment, ça peut être l'univers de l'hôpital, l'univers de la police, ou pas, hein, juste l'univers effectivement de vivre en banlieue dans une maison individuelle. Une ville, un village, ouais. Et c'est vrai que là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, parmi on va dire les principes un peu qu'on évoque là de manière un peu générale, hein, parce que malheureusement on pourrait pas trop plonger dans le détail. Il y a tout ce qui va être lié à l'exposition, au début de mon histoire, à comment montrer à mon lecteur du coup quelle histoire je vais raconter, dans quoi il met les pieds, etc. Il y a des codes. Sur l'exposition un peu quelque part. L'exposition, ouais, comment on peut choisir de montrer certaines choses au lecteur pour qu'il comprenne encore une fois le personnage, qu'est-ce que le personnage veut, etc. Et c'est drôle parce que justement, quand on parle de ça, je trouve au début, à des personnes qui ont écrit leur roman, on va dire, typiquement le cas où on disait juste avant, là, par exemple, la fin de premier jet, ça y est, j'ai écrit mon roman. Effectivement, il faut garder quand même cette souplesse de se dire, cette structure-là qu'on vous montre, c'est pas la structure de votre roman, mais il y a sûrement des ressemblances et il y a sûrement des choses que vous pouvez améliorer comme ça. C'est que moi, on m'a déjà dit non, mais moi, ça s'applique pas, ça marche pas, et donc tu te dis, si, t'inquiète pas, on va regarder en détail, parce qu'en fait, c'est des principes généraux. Alors oui, il y en a pas forcément, par exemple, les 22 étapes de Troubi, on les a pas forcément, mais la structure en 3 actes, ce genre de choses très classiques qu'il y a d'ailleurs dans ce genre de livre en général et qu'on a pu nous étudier un petit peu.
elle s'applique souvent quand même à la plupart des histoires d'une manière ou d'une autre. Oui, mais complètement. Il y a forcément des étapes qui vont se retrouver, même si vous n'avez pas toutes les étapes. Je trouve qu'il y en a beaucoup, 22. Je pense à, dans le livre Save the Cat de Blake Snyder, il y a 15 temps forts, mais grosso modo, il y a aussi le voyage du héros de Joseph Campbell en 12 étapes. Donc, vous n'avez pas forcément toutes ces étapes, mais il y en a forcément qui sont communes. C'est obligatoire, en fait. Et c'est vrai que si on regarde ce que je trouve incroyable, c'est que si tu regardes les étapes de la méthode Save the Cat, les étapes de Troubi et le voyage du héros, c'est pas les mêmes. À première vue, en particulier Save the Cat, elle est un peu à part. Enfin, on a un peu l'impression de dire mais ils se disent tous le contraire, ces gens-là. Et en fait, en zoomant un petit peu, en essayant de comprendre pourquoi ces étapes sont là, comme tu le dis, quoi, et en comprenant leur sens aussi, là, on se rend compte qu'en fait, elles s'appliquent toutes les trois probablement à notre histoire d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est pas les mêmes termes, c'est pas les mêmes façons de faire aussi. Il y a, par exemple, comment présenter son personnage au début pour captiver le lecteur. Il y a plusieurs manières de faire, mais vous allez forcément le faire. Il faut très vite que le lecteur s'attache à un personnage. Donc, et c'est pas les mêmes termes, c'est différentes façons de faire, mais il y a la même étape qui arrive quand même. Voilà, typiquement, il y a très certainement une progression dramatique dans votre histoire. Il y a très certainement un climax, et il y a très certainement ensuite, après le climax, une résolution un peu de ce qui se passe. Et ça, c'est présent dans tous les livres dont on a parlé aujourd'hui. Par contre, les auteurs vont plus loin et c'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire que oui, vous l'avez fait de manière intuitive, heureusement, sinon ça serait peut-être pas très fluide, mais par contre, justement d'aller voir ces idées pour aller plus loin, pour que cette progression elle soit encore plus intense, c'est très intéressant à faire, quoi. Et ça vous apprend aussi beaucoup de techniques narratives, de manière de faire. Alors que d'habitude, quand on connaît rien à la narratologie, on va le faire de manière instinctive avec ce qu'on a déjà vu, ce qu'on a déjà lu. Et là, d'apprendre des techniques, ça va vraiment vous permettre de conscientiser et d'appliquer la bonne technique, celle qui va le mieux marcher dans votre histoire à ce moment-là de votre histoire. Et ça permet vraiment de se professionnaliser et de s'améliorer, en fait. On parle beaucoup de la structure globale de l'histoire. Ça, c'est un peu mon défaut parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que j'adore. Mais en réalité, on parle de principes qui vont aussi s'appliquer, comme tu dis, des techniques à une scène, à une partie de roman, à un personnage, à un arc de personnage, etc. Enfin, effectivement, on est resté assez général, mais vous allez aussi apprendre à faire une bonne scène selon son objectif, un bon chapitre éventuellement, bon, c'est un peu différent, un bon arc secondaire, etc. C'est tout ce qui englobe comment raconter une histoire. Est-ce qu'il y a des livres que tu déconseilles, que ce soit des débutants ou pas? Les livres de Yves Lavandier sont un peu durs à appréhender la première fois. Vous allez vous dire, oula, plus que l'on entend parler. Donc, peut-être pas cela la première fois, mais sinon, comme tu l'as dit, c'est très accessible parce qu'il y a des exemples, vous allez comprendre, c'est très parlant quand même. C'est pas quelque chose, c'est pas une langue complètement différente, quoi. Ouais, il y a pas trop de jargon, en tout cas, pour avoir feuilleté aussi d'autres bouquins. Non, ça va, il y a des nouveaux termes, mais en fait, après, c'est expliqué. Il y a un exemple et vous dites, ah oui, bien sûr, c'est évident. Oui, et en plus, ça sera pas des trucs hurluberlus, hein, on parle pas de principes cachés et incroyables qui vont tout révolutionner. C'est plutôt souvent du bon sens qu'on a déjà aussi, quoi. Exactement. Si t'allais sur une île déserte, t'emporterais quel livre? J'emporterai Les fondamentaux du scénario de Édouard Blanchot parce que dedans, il a la progression dramatique. Je crois qu'elle fait 19 ou 20 étapes. Et il a un schéma qui est très très clair, donc qui montre la tension, qui monte forcément depuis le début jusqu'à la fin, et avec toutes les étapes détaillées. Et c'est très très clair. C'est vraiment parlant pour les débutants comme pour les expérimentés. C'est vraiment voilà. Mais déjà, il y a un schéma, il n'y a pas beaucoup quand même dans la narratologie. Je trouve que c'est très clair. Donc c'est celui que j'emporterai. Pour écrire tes histoires sur une île déserte. Ouais. Toi, t'emporterais lequel? Alors, j'en ai pas lu assez, je pense, pour donner une vraie réponse, parce que ceux que j'ai lus en dehors de Troubi, j'ai pas forcément aimé et j'avais pas forcément les bonnes connaissances aussi, je pense, de base. Mais en fait, finalement, celui de Troubi, ça me semblerait pas mal. J'ai beaucoup entendu parler de personnages le livre d'Orson Scott Card, mais je l'ai pas encore lu. Et finalement, le livre de Troubi, en fait, maintenant que j'ai un peu plus intégré ça et aussi pareil que j'ai étudié le sujet à côté, ça tu retrouves encore tellement de choses. À chaque lecture, tu retrouves que tu découvres un truc nouveau et tu vois que tu peux l'appliquer différemment et tu le connectes à autre chose dans ton histoire que tu n'avais même pas vu encore. Donc peut-être Troubi finalement. C'est un beau pavé avec plein d'exemples. C'est un beau pavé. Je pense qu'il est global aussi. Enfin, en un livre, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Ce qui est bien. C'est un livre global. Et parmi ceux que tu as cités, il y en a d'autres comme ça? T'as dit les fondamentaux?
Les fondamentaux qui est global, il y a aussi un des livres de Robert McKee, Story. Il a 2 stories. Il y en a un sur les dialogues, celui-là il est spécialisé, mais il y en a un autre, je l'ai déjà cité tout à l'heure, c'est écrire un scénario pour le cinéma et la télévision. Celui-là, il est global. Il y a aussi Save the Cat de Blake Snyder qui est global. Il y a aussi écrire un scénario de Michel Clion, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est global et qui est pas mal aussi. Et construire un récit de Yves Lavandier. Donc en fait, la plupart sont quand même assez globaux. Hein. C'est rare qu'ils soient spécialisés. Mais alors, par global, on entend qu'effectivement, vous pouvez lire à peu près que celui-là pour commencer, déjà Exactement. avoir une vision de des principes, des techniques, et pouvoir les appliquer à tous les aspects de votre roman, quoi. C'est ça. On n'a pas parlé des livres écrits par les auteurs plutôt que par des formateurs, on va dire, des spécialistes en scénario. Yves Lavandier, c'est ça, on va dire qu'il est spécialiste en scénario. Je sais pas quel est son titre officiel. Je crois qu'il se dit narratologue. Narratologue, ah oui, bah ouais, narratologue. Troubi, pareil, auteur de scénario et spécialiste en scénario, je pense. On n'a pas parlé de Stephen King, qui a écrit un livre sur l'écriture, par exemple, un peu plus orienté mémoire, mais où il donne aussi des conseils. Est-ce que tu as lu ce genre de livre écrit par des auteurs? En fait, tous les livres dont on a cité, les gens sont à la fois des auteurs et des formateurs. Donc, ouais. J'en ai pas vu un seul qui... Peut-être il va l'inventer. Et encore, non, je crois qu'il a écrit... Je crois aussi. Peut-être des scénarios. Je pense qu'il a plutôt écrit pour la télévision, mais ils sont tous des auteurs et il y en a certains qui, en plus, ils adorent vraiment analyser la structure, donc ils vont en plus être formateurs. Mais donc en général, c'est les deux, donc ils sont très bien aussi. Il n'y a pas de moins bon, la personne, il n'y a pas de manque de légitimité. Ouais, c'est clair. Moi, j'avais plus en tête que du coup, si c'est un auteur qui écrit plus de son point de vue d'auteur, on peut avoir quelque chose de plus personnel. Le livre de Stephen King, il est très personnel. Et c'est vrai que, du coup, là, on entre vraiment dans des choses qui s'appliquent pas forcément à tout le monde. Il dit de virer tous les adverbes, par exemple. Ce genre de choses. Okay. Oui, il a son... Alors, c'est peut-être juste le choix, la manière dont il a voulu l'écrire. Il a dit ce qui marche pour lui et comment lui il fait. C'était peut-être ça. Et c'était peut-être ce qui était le plus vendeur, d'ailleurs, parce que Stephen King, c'est pas n'importe qui, donc... Ouais. C'est pour ça aussi. Est-ce que d'ailleurs, en termes d'autres livres, donc là on a parlé beaucoup de narratologie, mais en termes d'autres livres sur l'écriture, tu aurais des livres à recommander? Oui, pour ceux qui veulent améliorer leur style, il y a beaucoup de livres aussi sur le sujet. J'en ai un que j'aime bien, c'est Les techniques de style de Jean Kokelberg. Je suis désolée pour les noms que je dois écorcher à chaque fois. Ça, c'est vraiment un livre pour améliorer le style. Donc, ça vous dit vraiment... alors, ça donne que des exemples de romans français, plutôt des vieux romans, et ça vous dit vraiment comment corriger une phrase, comment l'améliorer. Si vous faites ça, ça donne quoi comme effet? Les figures de style, évidemment. Ça peut être pas mal aussi. Et pour les trouver, parce qu'ils sont très durs à trouver encore plus que les livres de narratologie, je vous conseillerais d'aller voir sur les sites des universités, fac de lettres. Souvent, il y a des bibliographies à lire avant la rentrée. Donc, commencez à aller voir là-dessus. C'est comme ça que j'ai fait. Vous allez voir là, vous en prenez un, et après, pareil, à la fin, bibliographie, ça s'inspire d'autres, et comme ça, vous construisez une banque de données, une bibliothèque. Et il y a aussi les sites des correcteurs orthographiques. Des fois, ils disent les livres sur lesquels ils se basent, les livres qu'ils aiment beaucoup, et ça vous donne aussi de très bons exemples. Et ça, c'est vraiment des très bons livres qui sont étudiés en fac de lettres, mais aussi en hippocampe, par exemple, et c'est vraiment des livres très pointus et très utiles. Et accessible aux débutants? Faut s'accrocher quand même. Après, c'est pareil, je dirais, c'est à piocher. Vous voyez un peu ce qui vous intéresse, lisez, et puis prenez le temps d'ingurgiter un peu les informations et faites. Enfin, moi, je m'amuse beaucoup à faire des exercices d'écriture. Je vais pas tout de suite me dire, voilà, faut que j'intègre tout ça dans mon roman. Sinon, c'est impossible. Et puis, c'est décourageant. Donc, non, juste, je regarde, tiens, ça, je vais essayer je vais écrire juste un petit texte comme ça, et je vais essayer d'appliquer ça pour voir. Et ça permet de progresser, de voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas trop, ce qui marche, etc. C'est un moyen de s'amuser aussi. Et ça rejoint un petit peu, on disait ça pour les étapes de scénario, on le disait pour les livres au global, mais ça marche aussi pour tout conseil d'écriture. Il y en a peut-être qui, qu'en essayant de l'appliquer, va vraiment vous plaire et vous parler et vous aider à vous améliorer, et d'autres qui marcheront pas du tout pour vous. Et j'ai envie de dire heureusement, ça serait bizarre si absolument tout devait être appliqué à vous. Il y a tellement de livres que vous pourrez pas tout appliquer, enfin, c'est impossible. C'est pas le but. Est-ce que tu as lu des livres sur le style qui n'étaient pas écrits par des Français? Non. Là, j'ai vraiment pris que des livres écrits par des Français et à destination d'étudiants français ou d'auteurs français. Sur le site, je m'aventurerai pas à regarder des livres étrangers parce que la langue, voilà, chaque langue est différente, donc je m'aventurerai pas.
Bah, en fait, c'est un peu moins applicable, mais c'est vrai que moi, pour le coup, c'est plus des choses que j'ai étudiées, mais il parlait de beaucoup de livres aussi anglo-saxons, quoi, sur le style. Et du coup, ils ont une façon d'écrire très différente de nous, effectivement, avec beaucoup plus centré sur les mots, je dirais. Bon, en tout cas, plus que nous, même si nous aussi. Et vraiment c'est le mot plutôt que la phrase, côté anglo-saxon, et c'est lui qui doit porter le sens, et c'est pour ça que souvent, il y a des styles très épurés, en tout cas, côté anglo-saxon. Mais c'est vrai que lire un livre entier sur ça, parce que moi c'est plus des petits, c'est des principes généraux, quoi. Je veux dire, je serais curieuse de savoir, et je pense qu'effectivement, bah pareil, il y a peut-être des choses. Moi, ça m'a quand même beaucoup parlé, beaucoup aidé à plus choisir mes mots, on va dire. Mais par contre, tout ce qui est, comme on dit, les conseils pour auteurs francophones engloberont beaucoup plus de choses sur la musicalité des phrases, sur comment on va les construire, on va avoir et le mot et la phrase, etc. Là où les anglo-saxons sont peut-être beaucoup plus sur le mot, quoi. Dans ce que j'ai lu, il y a les mots, mais il y a beaucoup la phrase quand même. Ouais, on aime les phrases. Jouer avec le sens des phrases et ouais. Ah, c'est intéressant. Et d'ailleurs, pareil, en fait, en études d'écriture créative, moi, c'était aussi, ils nous disaient pas d'adverbe. En gros, l'adverbe, alors pas d'adverbe, peu d'adverbes, parce que pour eux, c'était appauvrir ton mot, ton verbe devait être assez riche et pas contenir l'adverbe. Et c'est vrai que c'est quand même une réflexion, je trouve. Alors, c'est pas du tout à appliquer à la lettre, loin de là, mais ça permet quand même de se poser des bonnes questions. Bon, je pense que côté francophone, on aurait aussi ce genre de demande, mais du coup, j'ai compris le pas d'adverbe de Stephen King. Je me dis, ah, mais oui. Du coup, je comprends. Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres livres sur l'écriture dont on n'aurait pas parlé et que tu conseillerais peut-être à des auteurs en herbe ou pas en herbe? Il y en a un que j'ai juste mentionné, c'est le deuxième de Robert McKee, Story, mais spécialisé sur les dialogues. C'est écrire des dialogues pour la scène et l'écran. Ça, c'est vraiment si vous sentez que vous avez du mal à écrire vos dialogues. Donc c'est un livre vraiment spécifique sur ça et il est vraiment très très bon. Je sais plus qui me l'avait conseillé, on ne l'a pas conseillé directement, mais je l'avais lu. C'est un auteur son éditeur lui reprochait d'être très mauvais dans les dialogues. Il lui a dit, lis ce livre. Il lui a dit, ah, ça a tout changé. Du coup, j'avais vu ça, j'étais là, voilà, je vais acheter celui-là. Ok, je suis convaincue aussi. Ça fait partie des rares livres que j'ai achetés. D'habitude, j'emprunte en médiathèque et celui-là, je l'ai acheté et j'ai bien vu. Ok, bon, me voilà convaincue. On va pas redire encore une fois que tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est des idées, c'est des techniques, c'est un peu une grosse boîte à outils avec plein de trucs dedans. Mais du coup, ça m'évoque quand même une question. C'est est-ce qu'on peut pas se perdre un petit peu en ayant tout ça en tête? Ça fait beaucoup de choses, non? Je dirais de pas se perdre dans plein de livres différents. Moi, je le fais, mais parce que ça fait partie de mon travail aussi. Je donne des conseils aux auteurs, donc j'ai besoin aussi de beaucoup de matière. Ça fait partie de mon métier. Quand vous n'êtes pas formatrice ou formateur, quand vous écrivez juste, achetez un bon livre global et peut-être un spécialisé si vous avez des difficultés sur les dialogues, par exemple. Et déjà, juste ça, c'est déjà... en fait, vous allez déjà vous aurez déjà toutes les clés pour répondre à vos questions, à vos problématiques. Donc, pas besoin de se perdre dans tous les livres. Parce que sinon, c'est la boîte de Pandore. Après, il y en a plein. Bah ouais. Et c'est vrai que du coup, ce qu'on fera, c'est qu'on vous mettra la liste de ceux dont on a parlé aujourd'hui. Normalement, vous avez quand même des clés pour choisir à peu près lequel vous devriez plutôt consulter, mais on sait jamais, on s'est peut-être trompé. En tout cas, on pourra aussi en discuter sur Instagram, notamment le post qui parlera du podcast. Ça pourra peut-être être intéressant. Vous pourrez nous dire, moi, je cherche un livre parce que j'en suis là. Et on verra si on a un livre à vous conseiller. Je pense que oui. Je pense aussi. Merci beaucoup, Anaëlle. Est-ce que tu as un petit mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a évoqué? Alors, je sais que c'était très dense en peu de temps, mais je suis sûre que ça peut quand même aider. Les livres, la plupart des livres de narratologie, peu importe celui que vous choisissez, vous verrez, la plupart, ils sont écrits par des anglo-saxons. Ils sont écrits pour des scénaristes, donc plutôt pour la télévision et le cinéma. Et donc, il y a quelque chose dont ils ne parlent jamais, forcément, c'est qu'ils parlent jamais de comment écrire les pensées des personnages. Et ça, c'est un truc hyper important à pas oublier, c'est le point fort d'un roman. C'est vous pouvez écrire les pensées de vos personnages. Vos lecteurs peuvent avoir accès à des pensées. Ça, c'est incroyable. Et je vois beaucoup d'auteurs qui écrivent comme si c'était un film. Alors, des fois, c'est fait, c'est un choix et c'est très bien. Et des fois, ils disent ah, il manque quelque chose et ils ne font pas exprès. C'est juste qu'ils ont tellement de films dans la tête que naturellement, ils écrivent comme ça parce que on consomme souvent plus de films et de séries que de livres.
N'oubliez pas que au cinéma, la difficulté qu'ils ont, c'est comment refléter les pensées des personnages. Et pour ça, ils vont utiliser le décor, genre un décor très, un paysage très calme pour montrer le calme intérieur. Ils vont utiliser les expressions faciales des personnages, mais jamais on aura les pensées. Sauf s'il y a une voix off, mais c'est rare quand même. Donc, c'est quand même un point fort du roman. Et ne l'oubliez pas parce que ça, on n'en parle jamais dans les livres de narratologie. Parce que la plupart s'adressent quand même à des scénaristes, donc n'oubliez pas ce point fort. Voilà, ce sera mon dernier mot. Et d'ailleurs, il y a des films où il y a une voix off qui décrit un petit peu les pensées, mais je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup moins flexible que ce qu'on va pouvoir avoir sur le roman. Et c'est une force qu'on a et on a un outil en plus, un gros outil. Merci beaucoup, Anaëlle. On fera évidemment les liens vers à la fois les livres, mais aussi pour te suivre et retrouver ce que tu fais, ce que tu proposes pour aider les auteurs dans les notes du podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux me laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify, ça m'aidera énormément à faire connaître le podcast. Et si tu souhaites me poser une question sur l'écriture, me donner ton avis sur l'épisode ou juste écrire avec la communauté J'écris un roman, rejoins-nous sur j'écrisunroman.eu/hello. À la semaine prochaine!